Voilà, ben, je vais ouvrir la séance. Je voudrais m'excuser par avance d'avoir une présidence un petit peu bavarde, mais je voudrais dire à quel point j'ai été impressionné, ému, et puis à la fois très fier et puis très reconnaissant de cette place qui m'a été attribuée dans le comité d'honneur de ce colloque, place dont j'ai l'impression de ne pas l'avoir totalement méritée, ni par mes recherches, ni par mes fonctions. Et de présider en plus la session de conclusion de ce colloque. Alors je voudrais rebondir sur un propos liminaire de Claude Nataf qui disait que l'un des objectifs de la Société d'histoire des Juifs de Tunisie, donc fondée il y a un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant, était de faire entrer cette histoire à l'université. Et je crois que ces journées que nous avons, enfin 3 journées que nous avons eues ensemble, ont montré à quel point ce pari avait été gagné, puisque nous avons eu des universitaires venus un peu des 4 coins du monde, donc bien sûr du Maroc, de Tunisie, mais aussi d'Israël, de France, du Canada, des États-Unis, pardon si j'en oublie, mais je crois que c'est bon, non, et d'Égypte, parce que j'aurais souhaité que... Alors je vous livre simplement une petite anecdote, c'est qu'en 1928, un juge américain aux tribunaux mixtes du Caire écrit à Lord Lloyd pour lui dire attention, un article intitulé The Cultural Dominions of France in Egypt. C'est-à-dire qu'il dénonce l'emprise française, l'emprise de la culture française sur l'Égypte dans des termes alors, qui sont tout à fait parallèles, et Haïm Saadoun a évoqué tout à l'heure une histoire de conversion qui est tout à fait parallèle à des phénomènes qu'on a pu observer, qui ont pu s'observer en Égypte. Et donc un petit regret que l'Égypte n'ait pas fait partie de ces protectorats culturels, et pour cette fois-ci rejoindre la grande histoire. Je crois qu'il faut dire que cette lettre a été un peu à l'origine de la fondation du British Council, puisqu'il s'agissait d'être le pendant de l'Alliance française et d'avoir à ce moment-là pour les Britanniques une politique culturelle. Alors, Paris gagné donc. Je voudrais revenir en 2 mots sur l'écart entre société savante et université, parce que nous ne faisons pas tout à fait le même travail, mais ce travail que nous faisons me semble totalement complémentaire. Alors, une société savante, je crois que et la Société d'histoire des Juifs de Tunisie me paraît être un modèle du genre. C'est d'abord une société traversée, marquée par une historicité particulière, une société intégratrice qui fait, alors non pas par c'est pas une mémoire, on n'est pas marqué dans cette Société d'histoire juive de Tunisie par un événement particulier, mais par une idée que cette histoire-là fait partie de notre histoire. Et de ce point de vue-là, cette société, je la trouve particulièrement intégratrice. Ces journées ont montré qu'elle était aussi ouverte aux plus jeunes. Alors, donc c'est aussi une société traversée de tensions. On se retrouve ce soir à l'approche des fêtes de fin d'année, presque dans une fête de famille, puisque les gens se retrouvent depuis de longues années, se fréquentent, se connaissent, se disputent. Alors c'est aussi une société savante, parce que j'ai été aussi très impressionné pendant ces 3 journées de l'érudition qui avait marqué énormément de communication, une érudition centrée sur un certain nombre de figures qui a su nous faire vivre cette histoire à travers des parcours, des itinéraires remarquablement documentés, et qui font mentir, je pense, la distinction trop tranchée faite par Pierre Nora entre histoire et mémoire. Alors maintenant, nous représentons, Claire, que je vais présenter dans 1 minute, et moi-même, l'aspect universitaire, dont la première fonction est, je pense, d'abord de refroidir cette histoire. C'est Michel de Certeau qui disait qu'il y avait dans l'opération historiographique un équivalent scripturaire de la mise au tombeau. Et je crois qu'il y a dans les années que nous vivons et dans le temps qui passe, nous avons cette fonction
de faire rentrer, de donner droit de cité, et là on se retrouve bien dans ces questions de citoyenneté, à une histoire au sein de l'université, de faire que cette histoire soit lisible partout et enseignable à tous. Donc ça, c'est notre première mission, refroidir, faire mourir en quelque sorte. Et puis en même temps, dans l'université, il y a quelque chose qui relève de l'universel, de cette aspiration qui a été celle de tant de gens dans le monde colonial, et là je ne parle ni de juifs, ni de musulmans, ni d'autres communautés qu'on aurait pu trouver ailleurs. Et dans cet universel, je crois qu'il y a cette envie, ce besoin, ce désir de faire partager son histoire à l'autre et de faire que l'autre puisse se projeter dans une autre histoire. Alors pour y arriver, l'histoire universitaire, elle démarre par des questions et ces questions, Antoine Prol les distinguait en disant à quel point l'enracinement personnel des questions historiques était important, et je crois que nous avons tous pu entendre au cours de ces journées à quel point les parcours personnels de chacun d'entre nous avaient joué dans les centres d'intérêt et dans les questions qu'ils avaient posées. Donc, deuxième type de question, qu'elle s'insérait dans un questionnement de la société qui allait rechercher dans le passé des recettes pour mieux vivre ensemble. Et là, je crois aussi que la dernière intervention autour de Sfax et de la sfaxitude, je pense que la sfaxitude est aussi une forme de réponse à la dimitude, et enfin, une manière de refuser ce concept-là. Enfin, des questions d'ordre historiographique, où l'histoire, telle qu'elle s'écrit, telle qu'elle se refroidit et telle qu'elle vient peupler par ses livres les bibliothèques, un peu comme des cimetières. Donc les questions historiographiques, ce sont aussi des questions qui ne sont pas résolues par l'historiographie, et on a eu de très belles communications aussi au cours de ce colloque qui ont montré les questions qui avaient été résolues et qui méritaient encore d'être posées. Alors, cette histoire universitaire, c'est aussi une histoire qui permet une forme de transmission, pardon, et c'est aussi pour moi un très grand plaisir de vous présenter aujourd'hui Claire-Marie Novert. Alors Claire-Marie Novert, c'est ma collègue à Grenoble. On est dans deux villes un peu voisines. J'enseigne à Lyon et elle à Grenoble. Et c'est quelqu'un qui a travaillé sur l'histoire de la SFIO en Algérie dans l'entre-deux-guerres et qui maintenant est en train de venir à l'histoire du Maroc, de déplacer ses terrains de recherche et à l'histoire des judaïcités marocaines, comme elle nous en a fait une très belle démonstration tout à l'heure. Donc je suis très heureux de lui céder la parole et de lui céder cette analyse à chaud. Jour, mais peut-être de vous livrer quelques bilans et perspectives de ces communications passionnantes en tout point. Je voudrais commencer par remercier et féliciter la Société d'histoire des Juifs de Tunisie, et en particulier son bureau et son président, M. Nataf, pour cette occasion que nous avons eue d'échanger lors de ce colloque. Et je crois que nous sommes tous persuadés de la richesse de ce type d'occasion, et vraiment mes plus chaleureux remerciements à toutes les organisatrices et les organisateurs de ce moment. Alors le parcours que nous avons mené ensemble a été, je le disais, très large, très riche, puisqu'il nous a amenés de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, qu'il nous a amenés dans les différents pays du Maghreb, mais aussi entre ces pays et la France, et au-delà, dans d'autres pays du Moyen-Orient, d'Europe et du monde. Richesse de ce parcours en termes de problématiques, puisque nous sommes allés des problématiques plutôt administratives, diplomatiques, aux questions identitaires et mémorielles, en passant par les univers intellectuels, artistiques et culturels en général. Donc je crois que cet état des lieux est extrêmement stimulant sur les savoirs que nous avons déjà acquis et sur les recherches en cours. Ce qui nous rapproche, je crois qu'il y a trois choses qui nous rapprochent. C'est d'abord les sources que nous utilisons. Sources, je vais être très rapide là-dessus, en particulier donc les sources de l'administration, qu'elles soient coloniales ou diplomatiques, mais aussi de façon plus peut-être
un peu différentes, sources personnelles, je pense aux sources de Moïse Nahon, par exemple, qui ont nourri une communication, sources littéraires, Albert Memmi, évidemment, mais d'autres, comme Marcel Benabou, source évidemment de l'Alliance israélite universelle, si riche, si bien classée, si aisément consultable, et si propre à la mise en intrigue. Nous avons tous l'expérience d'une phrase lue dans les archives, dans les rapports, dans les correspondances, et qui nous permettent, par l'anecdote, de rendre plus vivant le récit historique. Source que nous exploitons donc très largement, mais qu'il convient, et je pense que nous serons tous d'accord, de continuer à recouper avec d'autres types de sources. Enfin, source de presse et d'entretien, et je crois qu'il est, à l'heure actuelle, important de continuer à recueillir les sources orales, à une époque où, évidemment, le passage du temps faisant, il y a une forme d'importance à recueillir ces sources. Deuxième point commun des différentes communications, c'est cette relation triangulaire qui se dessine entre les communautés juives, d'une part, leur pays de naissance, que ce soit le Maroc et la Tunisie et la France. Ce cas par lequel nous avons commencé la journée d'hier matin de ce conseiller du sultan et du consul au XVIIIe siècle, Soumbal, est emblématique à cet égard de cette relation triangulaire qui lie les Juifs d'une part à leur souverain et d'autre part à la France. Et ce lien, je crois, se maintient tout du long. On vient de l'avoir, finalement, d'en avoir l'illustration dans la conclusion du dernier intervenant qui dit que finalement ce triangle reste, juif, tunisien et français. Ce triangle se maintient malgré ces moments où le tête-à-tête avec la France, tête-à-tête parfois amoureux, on a aussi entendu ce mot, devient plus important entre la France et ceux qu'on a aussi appelés les nouveaux juifs, notamment dans le cadre de l'Alliance, mais au-delà. Ce tête-à-tête ne rompt jamais le triangle, parce qu'il y a des résistances, parce qu'on a beau tomber amoureux de la France, on peut maintenir, par exemple, dans la peinture des thèmes traditionnels, la hara, les rabbins de Djerba. D'autre part, parce qu'il y a d'autres formes de passion, des passions concurrentes, des mondes à part, comme le communisme, le nationalisme, le sionisme, qui ont également fasciné les communautés juives. Autre limite de ce tête-à-tête, c'est l'idée de dire que dans tous les cas, l'imprégnation de la fascination, ou en tout cas de l'acculturation française, est différenciée, on l'a entendu, selon le genre, qu'on soit un homme ou une femme, selon les classes sociales, qu'on appartienne à ces élites ascensionnelles ou au reste du sha'ab, du peuple, selon les lieux également dans lesquels on se trouve, et puis selon évidemment la chronologie. On a eu raison, je pense, de revenir longuement sur la Seconde Guerre mondiale qui, à défaut de rompre, fragilise tout de même fortement la relation entre les communautés juives et la France. Et à cet égard, je reviendrai sur cette interdiction du port du béret basque qui m'a tout à fait fascinée, anecdote savoureuse, mais aussi exemplaire de ces frontières plus ou moins visibles et toujours mouvantes, qui continuent à exister et sont réactivées à certains moments. Troisième point qui nous rassemble, je crois, enfin qui rassemble une partie des communications, et Frédéric en a parlé, c'est l'entrée par la trajectoire individuelle, par le portrait. On a eu de très beaux portraits, on a rencontré des gens ici. Et autre citation de grand historien, Marc Bloch, qui dit que l'histoire, c'est la longue rencontre des hommes dans le temps, ou à travers le temps. Et nous avons donc rencontré Moïse Nahon, mais aussi David Galula, Paul Sebag, Juliette Bessis, Béatrice Slama, Blanche Azoulay, Juliette Smadja, plus rapidement, mais tout de même, Hélène Cazes-Benatar, Raphaël Arditi, Marcel Régui et d'autres. Nous avons rencontré également des groupes, ce groupe de peintres de l'école de Tunis, Serra Redim en France et au Maroc. Et je crois qu'à travers ces parcours, nous avons pu traverser sur leurs traces, finalement, un certain nombre de frontières. Ces individus ou ces groupes peuvent passer à travers les frontières communautaires. Ils peuvent passer également à travers les frontières de genre, je pense à ces avocates. Ils peuvent passer également à travers leur parcours migratoire, à travers les frontières nationales et impériales, puisque ce sont des personnes ou des groupes qui traversent les frontières entre leur pays de naissance, que ce soit le Maroc et la Tunisie, et
d'autres pays qui sont à ce moment la France, comme l'Algérie, la France elle-même métropolitaine, et au-delà des parcours qui peuvent lier l'Empire ottoman, le Maroc, la Tunisie, la France, et au-delà l'Amérique du Nord. Et ces parcours, je crois, nous invitent à développer des approches transnationales, à appréhender des circulations et des réseaux. Alors je sais, c'est très à la mode en histoire, mais je crois que ça se porte vraiment, que c'est très pertinent dans le cas qui nous intéresse. Peut-être pas partout, mais ici, oui. Et qu'il y a une vraie fécondité ici, en tout cas, de l'approche biographique et prosopographique qui nous permet finalement, sur les traces de ces personnages, de traverser des frontières. Ce sillon m'apparaît donc efficace et intéressant à creuser pour s'émanciper des historiographies nationales qui ne sont pas toujours pertinentes, surtout au Maghreb, dans les périodes qui nous intéressent, et aussi et surtout pour les populations qui nous intéressent. Donc c'est une forme de bilan que j'ai essayé de tracer là rapidement, et j'aimerais ouvrir un certain nombre de pistes dans la continuité de ces remarques. D'abord, je crois que l'une des pistes à creuser, révélée par ce colloque et qui pourrait nourrir des travaux futurs, c'est l'idée, comme je viens de le dire, de dépasser, de s'émanciper du cadre national. On peut le faire de deux façons, par le haut et par le bas. Par le bas, par exemple, en descendant au niveau local, dans ces petits écrins locaux dont on a entendu parler tout à l'heure, Sfax, hier Meknès, descendre au niveau des villes, mais aussi des villages, pour repérer de façon fine les temporalités, les rythmes propres, les épaisseurs finalement sociales et humaines de chaque, du local et des sociétés locales. Donc je crois qu'il est important d'entrer et de continuer à entrer dans la finesse non seulement des trajectoires, mais aussi des sociétés, et de descendre donc au niveau le plus local, non pas pour collectionner des monographies, non que ce soit, c'est pas inintéressant, mais c'est vrai que c'est pas nécessairement très stimulant en termes scientifiques, mais pour pratiquer une forme de va-et-vient, ce que des collègues ont récemment appelé la micro-histoire globale dans un numéro des Annales, c'est-à-dire cette idée de nourrir par des études de cas et leur circulation une histoire globale qui ne sera jamais abstraite, mais au contraire nourrie de l'épaisseur humaine des expériences. Donc c'est la façon donc de traverser ces frontières par le bas, et en repérant par exemple que quand on se retrouve dans des sociétés de frontières, le national ne veut pas dire grand-chose, ou en tout cas on peut ruser avec lui, et qu'il y a des phénomènes qui passent la frontière par la petite échelle. On peut aussi dépasser la frontière par le haut. Et c'est une invitation que je ferai à décloisonner, désenclaver et resituer l'histoire des Juifs du Maghreb dans l'histoire du Maghreb contemporain et l'histoire du monde plus généralement. Alors d'abord, dans l'histoire politique et sociale du Maghreb contemporain, l'histoire des Juifs des protectorats fait partie de l'histoire contemporaine de ces sociétés, pleinement partie. Et on ne peut pas les comprendre si on ne prend pas en compte, c'est classique, l'ensemble des contextes, mais pas seulement en forme de contexte ou de décor de fond, mais bien en tant que partenaire, en tout cas en tant que partenaire d'interaction, que ce soit les grandes tendances évidemment économiques et culturelles, mais aussi les mouvements politiques, culturels, associatifs, le nationalisme évidemment, les différents mouvements du nationalisme. Et en faisant ça, en restituant pleinement l'histoire des sociétés juives dans celle du Maghreb contemporain, on s'aperçoit que certains phénomènes ne sont pas propres nécessairement aux populations juives. On l'a vu par exemple avec ces enfants italiens chrétiens à l'école française qui étaient a priori aussi nombreux que les enfants juifs. Donc il n'y a pas de tropisme juif, mais peut-être un tropisme plus général des membres de la population italienne. On l'a entendu aussi dans cette imprégnation de la langue et de la culture française qui ne touche évidemment pas que les juifs. Donc il y a toute une espèce d'histoire qui n'est pas parallèle, mais pleinement propre en fait et partie prenante de l'histoire contemporaine du Maghreb, qu'on a entendu ici à travers différentes communications, qui montrent combien il est important de replacer la minorité dans sa société
et de la lire dans ses interactions, évidemment, avec les autres minorités et avec la majorité. Première façon donc de désenclaver, et je crois que c'est une tendance à l'œuvre que nous avons pu lire dans les propositions de ces 2 jours et demi, désenclaver et resituer l'histoire des populations juives à l'intérieur des populations de l'histoire du Maghreb contemporain. Au-delà, ces histoires font partie de l'histoire de l'Europe. On a entendu parler de l'Italie, de l'Espagne, et au-delà de l'histoire du monde, de l'Amérique du Nord en particulier, et puis évidemment du Proche et du Moyen-Orient à travers la question de Palestine, puis d'Israël. Et je crois que des circulations importantes sont à l'œuvre et qu'il pourrait être intéressant pour de prochains travaux de comparer davantage avec les juifs des autres pays, qu'ils soient arabes ou musulmans, ou même avec d'autres types de minorités, zoroastriennes, kurdes, que sais-je. Je pense qu'il y aurait peut-être des parallèles intéressants à dresser entre ces différentes populations. En tout cas, il me semble que nous avons ici réussi à dépasser un certain nombre de frontières. Donc, je vous le disais, notamment les frontières chronologiques, puisque nous sommes passés du XVIIIe siècle finalement à l'actualité la plus chaude, sans reprendre les chronologies coloniales nécessairement du précolonial qui n'existe pas en soi, puisque comment peut-on être avant la colonisation, ou du post-colonial, mais il s'agissait plutôt des sociétés contemporaines après les années 50. Et je crois qu'on peut continuer toujours plus à s'émanciper des catégories coloniales, qu'elles soient chronologiques ou géographiques, pour participer à une histoire des sociétés maghrébines contemporaines et à une histoire du monde contemporain plus généralement, ou des mondes contemporains auxquels participent puissamment les populations juives. Tout cela nourrit des perspectives en termes d'universalisme ou d'humanisme qui n'ont peut-être pas exactement, sans doute pas le même sens que les créateurs et les pionniers de l'Alliance israélite universelle ont voulu lui donner, un universalisme actualisé, dirait-on, à l'heure de la montée des murs, qu'ils soient tangibles ou catégoriels, et des langages exclusifs de l'identité qui essayent de nous faire croire qu'on ne peut pas être ceci et cela. Donc je finirai en citant cette phrase de Béatrice Lama ou d'Albert Memmi, le débat est ouvert, sur les juifs tunisiens qui ne peuvent se réduire seulement à ceci ou cela. Ils sont ceci et cela à la fois, ni tout à fait ceci, ni tout à fait cela. Et je crois que c'est cet héritage puissant, divers, pluriel, que nous laissent les juifs maghrébins à travers leur histoire, à travers leur langue, à travers leur tradition culinaire, leur tradition alcoolique, que ce soit la mahia ou la bourra, leur sociabilité plurielle. Et il me semble que c'est cette puissante contribution qu'ont fait les Juifs du Maghreb à l'histoire de l'humanité. Je vous remercie. Voilà, bien, la parole est à Claude Nataf pour un mot de conclusion. Merci, Monsieur le Président. Bon, j'ai commencé lors de la séance inaugurale du colloque par des remerciements en disant que c'était la chose qui faisait le plus plaisir à exprimer pour un orateur. Alors, je vais aujourd'hui, séance de clôture du colloque, exprimer des remerciements. Bon, d'abord à tous les membres du bureau de la SAJT qui se sont consacrés à la préparation de ce colloque dans des tâches parfois mineures mais indispensables, dans des tâches parfois ingrates. Donc merci à tous les membres du bureau sans exception. Merci aux membres du comité scientifique qui ont porté le projet, plus particulièrement à quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui et auquel nous souhaitons un prompt rétablissement, le recteur Chétrit, qui m'a soutenu psychologiquement dans des moments de doute sur la faisabilité du colloque. Merci plus particulièrement à Colette Zitnicki et à Catherine Nico, qui ont joué un rôle particulièrement important, notamment dans le découpage des séances et l'organisation du colloque, et sans lesquels il n'aurait peut-être pas été possible.
merci à Claire, qui a accepté de façon tout à fait imprévue pour elle, mais je connaissais ses compétences et son talent, non seulement grâce à son livre, mais aussi au temps que nous avons passé ensemble au séminaire de Sciences Po sur l'histoire coloniale. Et merci à vous tous qui avez, malgré toutes les difficultés de transport à Paris, été assez assidus à toutes les séances du colloque. S'il n'y avait pas eu de grève, je me demande comment nous aurions fait, parce qu'à un moment donné, la salle était quand même assez bien remplie, notamment le premier jour. Je me réjouis aujourd'hui parce que cela fait plus de 20 ans que la Société d'Histoire existe. Il y a les mêmes figures, je vois les mêmes figures que celles qui étaient au premier colloque, celui de Tunis d'ailleurs, et elles sont là. Habib Kazdagli, Abdelkrim Alaghi, Abdelhamid Larguesh, Jean-Claude Kuperminck, Catherine Nicot, Colette Zitnicki, moi-même. Il nous manque hélas Jacques Taïeb, hélas. Mais aujourd'hui, je dirais que 20 ans, un peu plus de 20 ans ont passé et le pari est gagné. Parce qu'il y a énormément de jeunes historiens qui ont présenté des contributions au cours de ce colloque et des contributions de qualité. Je ne vais pas les nommer, mais disons que l'une d'entre elles est venue du Maroc, d'autres de plus près, d'autres du Canada, c'est bien loin. Et cela veut dire peut-être que nous avons gagné notre pari en intéressant des jeunes à cette histoire et à les amener aujourd'hui à constituer une relève qui est plus que jamais nécessaire. Parce que nous vieillissons, nous sommes dépassés par un certain nombre de choses, et c'est à vous maintenant de prendre le relais. Et je remercie aussi Valérie, qui a accepté de prendre la présidence d'une séance difficile et de façon totalement imprévue, puisqu'elle a remplacé au pied levé une présidence qui ne pouvait être là. Valérie est d'ailleurs la rédactrice en chef de la revue Archives juives, et nous fondons beaucoup d'espoir sur le développement, la pérennité de la Commission française des archives juives et de la revue Archives juives. Je rappelle qu'il y a eu un numéro spécial de la revue Archives juives sur la Tunisie, il y a très exactement 20 ans, que ce numéro est épuisé, qu'il s'est très bien vendu, et que peut-être il faudrait réfléchir à quelque chose de nouveau sur la Tunisie. Bon, Valérie, je t'ai lancé. On peut dire quand même que la prochaine livraison de la revue Archives juives, qui paraîtra au printemps, sera consacrée précisément à la présence en France de juifs des 3 pays du Maghreb français avant les décolonisations. Voilà. Donc, tout au long du XXe siècle, enfin partant de la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 1950 et 60. Alors, il est bien évident que nous écrivons une histoire des Juifs, mais je me réjouis qu'il y ait eu énormément de contributeurs qui n'avaient rien à voir avec le judaïsme. Cela signifie que c'est vraiment une histoire que nous écrivons. Ce n'est pas une histoire pour les Juifs, ce n'est pas une histoire du judaïsme, c'est une histoire qui appartient à l'histoire coloniale, qui appartient à l'histoire du Maghreb, des pays du Maghreb, qui appartient à l'histoire de France, qui appartient d'une façon générale à l'histoire universelle. Alors, des pistes pour d'autres travaux ont été évoqués tout au long de ce colloque. J'espère qu'ils vont surgir un jour. Maintenant, pour moi, pour d'autres qui avons été à l'origine, je dirais qu'il faut poser le stylo. Il nous faut penser vraiment à autre chose. Et c'est à vous de prendre la relève. Je vous remercie.